Ehud Barak, je vous ai bien entendu, vous avez parlé de certains ministres messianiques, vous avez dit messianiques et racistes, c'est ça? Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire, bien sûr, avec Monsieur Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Cohen, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, oui, ça va bien, oui. Alors, ce soir, on va traiter, comme bien sûr à notre habitude, un petit peu l'actualité et en l'occurrence mouvementée, celle qui est au Moyen-Orient, avec, Oui. cette riposte. On n'a pas eu l'occasion d'en parler avec vous parce qu'effectivement, Oui. on vous voit le jeudi. Donc, les événements ont eu lieu le week-end dernier. Et donc, cette riposte de l'Iran, voilà, j'aimerais avoir un petit peu votre analyse de la situation. Elle pose Alors, Ok. elle pose problème selon vous. Alors, Monsieur Cohen, justement, vous Oui. allez nous livrer, vous, votre avis, votre analyse sur la situation. Et, Très bien. et on pourra aussi entendre, et n'hésitez pas, bien sûr, les personnes qui écoutent sur YouTube, Facebook, les autres plateformes, vous avez la possibilité d'intervenir. Je vous ai mis le lien en description. Et pour TikTok, vous avez aussi la possibilité d'interagir. Donc, n'hésitez pas à demander la parole. Alors, Wally, je vais parler de la riposte et puis après, on mettra la petite vidéo pour. D'accord? Alors justement, Monsieur Cohen, la vidéo que vous m'avez envoyée, justement, j'ai voulu la passer en début de live, mais apparemment le fichier n'est pas passé. Donc je vais la retrouver. Et Très bien, justement, c'est pour ça. On va commencer par l'analyse sur la riposte, et puis je vous la passerai tout à l'heure. Je vais la retrouver. Très bien. Alors, pour ceux qui sont au courant, le dimanche matin ou le lundi matin, je crois, le lundi matin, j'avais publié une petite vidéo de 6-7 minutes qui était intitulée La comédie ou une pièce de théâtre. Voilà. Où je qualifiais toute l'histoire de la riposte iranienne de pièce de théâtre. C'est-à-dire tout était arrangé à l'avance. L'Iran s'était arrangé avec les États-Unis pour les avertir à l'avance. Il n'y a eu pratiquement très peu de dégâts en Israël, pas de morts. Donc c'était quasiment un truc assez arrangé, voilà. Comme il arrive parfois, vous savez, quand des Américains ou des Iraniens bombardent un site sensible, on avertit à l'avance pour faire évacuer le site. Bon. Et je l'ai supprimé quelques heures après. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai trouvé, comment dire, c'était un peu, mon ton était assez sarcastique. J'ai pris ça à la légère et, disons, dans les circonstances assez dramatiques, je trouvais quand même que c'était un peu léger. Voilà, bon. C'est peut-être mon côté un peu anard, mon côté je m'en foutiste, mon côté où je ne crois pas beaucoup les discours officiels d'où qu'ils viennent. Voilà. Et deuxièmement, je l'ai supprimé parce que j'ai trouvé qu'elle manquait de nuances. Voilà, c'est-à-dire, je n'ai pas changé d'avis. D'ailleurs, je m'expliquerai, je n'ai pas changé d'avis. Pour moi, l'Iran a riposté de manière à. Enfin, d'abord, l'Iran a riposté en avertissant les Américains qui ont averti les Israéliens, évidemment, et qui se sont préparés à contrer les drones et tout, et que c'était un jeu pour satisfaire l'opinion publique, son opinion publique, pour ne pas, comment dire, pour ne pas perdre la face, pour dire voilà, nous avons fait quelque chose, et en espérant qu'il n'y aurait pas de riposte. Bon, et à mon avis, l'Iran a raté tous ses objectifs. Pourquoi? D'abord, je trouve que l'Iran, pour ceux qui ne connaissent pas la réalité syrienne,
je vais vous faire un petit tableau assez rapide. Israël bombarde la Syrie depuis au moins 20 ans. Au moins 20 ans, ça veut dire une fois par semaine, les Israéliens bombardent la Syrie. Que ce soit un aéroport, une base militaire, ce sont des petites attaques. Ce n'est pas des destructions massives, mais c'est pour montrer aux Syriens qui est le maître. Voilà. Et les Syriens n'osent pas trop répondre. Bon, ils tentent de répondre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais la Russie, l'allié de la Syrie, la Russie qui a sauvé le régime d'Assad, ne livre pas les armes nécessaires pour combattre efficacement les incursions israéliennes. Voilà. La Russie aurait pu, elle a des missiles suffisamment efficaces pour au moins abattre un avion de temps en temps, un avion israélien. Mais ça serait quasiment un casus belli. Donc les Russes sont très prudents et donc les Israéliens bombardent à peu près une fois par semaine, 2 fois par semaine, comme ils veulent. Voilà. Et depuis quelques années, depuis mettons 5-6 ans, ils bombardent aussi les Iraniens, parce que les Iraniens sont très présents en Syrie. Il y a des conseillers, les Iraniens envoient des convois d'armes par la route à destination du Hezbollah. Et donc, vous savez, moi, je suis la politique israélienne au jour le jour. Voilà. Donc, à chaque fois qu'il y a un bombardement de la Syrie, je le sais. Voilà. Et donc, je peux vous affirmer que une fois par semaine minimum, l'aviation israélienne bombarde la Syrie et bombarde les Iraniens. Et donc, il y a des victimes iraniennes, il y a des destructions de dépôts, de munitions, il y a des destructions de convois militaires, etc. etc. Bon. Et l'Iran n'a jamais bronché. Je répète, l'Iran n'a jamais bronché contre ces attaques hebdomadaires. Voilà. Ça veut dire l'Iran accepte, comme la Syrie, comme le régime syrien. Il a ses raisons. Hein. Enfin, moi, je ne rentre pas là-dedans. Mais ce que je sais, c'est que l'Iran ne bronche pas. Voilà. L'Iran aurait pu, enfin, je ne sais pas pourquoi, parce que l'Iran aurait pu s'attaquer à des intérêts israéliens ailleurs dans le monde. Il ne le fait pas. En tout cas, on ne le sait pas. Voilà. Mais là, l'attaque qui a eu lieu je ne sais pas la date exacte, le 2 avril, je crois, c'était quand même monstrueux. C'est-à-dire, ils ont bombardé un bâtiment diplomatique. C'est une déclaration de guerre. Et non seulement ça, c'est qu'il y avait 2 généraux, quasiment un état-major d'une force spéciale en charge du dossier, du Hezbollah, de l'armement en Syrie, etc. Donc, c'était vraiment une atteinte manifeste. Bon. Et à l'époque, j'avais écrit dans Algérie 54, j'avais dit que l'Iran allait répliquer, évidemment, mais de manière indirecte, de manière à ne pas apparaître comme un agresseur, mais disons en envoyant le message à Israël que cette fois, on a répondu. Donc, je m'attendais à une attaque, par exemple, au nord de l'Irak, où le Mossad possède une antenne très importante, où il y a des intérêts israéliens en Azerbaïdjan. Il ne faut pas oublier que l'Azerbaïdjan, bien que ce soit un État musulman, il est allié à Israël et contre l'Iran. Mais cette attaque de drone, moi, franchement, je trouve ça... Enfin, c'est pour ça que j'ai supprimé la vidéo, parce que j'étais assez sarcastique. Voilà. Et dans un moment aussi tragique, c'est pas bien d'être sarcastique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je suis sarcastique. D'abord, l'Iran
vous savez, l'Iran, ce qui me rappelle, l'Iran est un gentleman. Vous savez comment on qualifie le football? Le football est un sport de gentleman joué par des voyous. Alors que le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen. Voilà. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les deux sports, ils comprendront ce que je veux dire. Les Iraniens, et je crois que beaucoup de pays dans le monde, ils connaissent un peu la nature du sionisme, mais de temps en temps, ils oublient. Ils oublient que c'est un État voyou. C'est un État qui n'a ni foi ni loi. Il n'a aucune morale. Depuis 1947, il a montré qu'il ne recule devant rien, qu'il ne veut pas la paix, on ne peut pas négocier un accord avec lui. Avec Israël, c'est ou se soumettre ou c'est la guerre. Voilà. Il ne connaît pas la paix. Demandez aux Égyptiens, au peuple, pas le régime. Demandez au peuple jordanien ce que c'est la paix avec ce régime-là. Voilà. Et donc, les Iraniens, on dit dans les médias que les Iraniens ont voulu montrer aux Israéliens qu'ils pouvaient toucher n'importe quel point dans leur pays. Effectivement, il paraît qu'il y a eu, bon, je ne suis pas un expert militaire, donc vous irez chercher vos informations dans les sites spécialisés, mais il paraît, enfin bon, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il paraît que 2 ou 3 missiles ont atteint une base militaire. Bon, avec quels dégâts? Apparemment pas beaucoup, en tout cas, il n'y a eu aucun mort. Donc, moi, je dirais que dans ce match, il y a eu 12 morts iraniens, c'est 12-0 pour Israël. Voilà. Vous savez, moi, moi, j'aime pas les gens gentlemen, je vais pas toucher. Non, je regrette. Pour moi, c'est OK. L'Iran a ses raisons. Je ne veux pas critiquer le régime iranien. Il a ses raisons. Seulement, il a fait une erreur magistrale, de calcul magistral. Laquelle? C'est que en envoyant 300 missiles, enfin pas des drones d'abord et puis des missiles, qui n'ont fait aucun dégât, quasiment pas, enfin voilà. C'était un message envoyé à Israël et au monde, voilà, que la prochaine fois, nous allons réagir et nous pouvons réagir avec, etc. Bon. Sauf que, franchement, par rapport à l'attaque israélienne, la réponse est quand même faiblarde, d'accord, au niveau de l'impact. Deuxièmement, il y a aujourd'hui une coalition occidentalo-arabe monumentale contre l'Iran. C'est-à-dire que l'Europe a voté hier des sanctions très lourdes contre l'Iran. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est la propagande, mais c'est de bonne guerre, la propagande. Après tout, la propagande, tout le monde l'a fait. Seulement, il faut savoir la faire. Voilà. Il ne faut pas être idiot. Donc, la propagande, c'est quand vous écoutez les Européens ou les Américains, ils disent 350 missiles, 350 missiles, comme si Israël est devenu Gaza, la bande de Gaza. Mais il ne s'est rien passé, ok. Les 99, quelque chose des drones et des missiles ont été arrêtés. Mais on veut, aujourd'hui, on veut faire payer à l'Iran. Vous savez, BHL, bon, c'est pas, mais enfin, en tout cas, il a fait une vidéo où il a dit l'Iran a eu le culot d'attaquer Israël. Vous imaginez? Enfin, je veux dire, on touche à Israël, enfin voilà. Mais moi, ce que j'aurais voulu, c'est-à-dire, c'est que l'attaque réponde dans la proportion que les Iraniens subissent depuis. Vous savez combien de scientifiques ont été assassinés en Iran par le Mossad? Mais des dizaines, d'accord? Bon, je ne les ai pas en tête, mais vous pouvez me croire, il y a eu des dizaines de scientifiques, ceux qui s'occupent du nucléaire, etc. On envoie le Mossad à des commandos en Iran
Et vous savez, il y a un qui a été assassiné il y a quelques mois ou un an, mais ils lui ont monté un coup absolument, enfin, de point de vue, quand on s'intéresse aux romans d'espionnage, c'est fantastique. Enfin, je veux dire, c'est d'une efficacité. Le directeur du programme nucléaire iranien. Voilà, bon. Donc, franchement, avec tous les coups que subit l'Iran, la réponse, non seulement elle est faiblarde, mais elle s'est retournée contre l'Iran. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend prétexte de cette attaque massive. Enfin, il faut écouter les médias sionistes. Enfin, quand je dis les médias sionistes, ça veut dire BFM, les ministres des Affaires étrangères. Hier, la ministre allemande et le ministre britannique des Affaires étrangères étaient en Israël. Enfin, on dirait que Israël a subi une dévastation atomique. Bon. Et on a montré aussi, donc d'abord, il va y avoir des sanctions encore très lourdes. Et vous savez, ça fait 30 ans que l'Iran vit sous sanctions. Et ça fait 30 ans que l'Iran cherche à se libérer de... C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Iran est l'allié des BRICS. Mais quand même, l'Iran n'est pas la Russie. Ça veut dire que l'Iran subit, et non seulement subit les sanctions, mais vous savez, en 2015, Obama avait réussi à contraindre Israël à accepter et à ne pas s'opposer à un traité conclu entre les grandes puissances et l'Iran sur l'arrêt, ou en tout cas la non-fabrication d'armes nucléaires avec surveillance internationale, contre la levée des sanctions. Et Israël avait tenté à l'époque d'inclure le contrôle des missiles iraniens. Ça, c'était l'obsession israélienne. Et l'Occident n'a pas voulu, parce que l'Occident savait très bien, quand je dis l'Occident, ça veut dire les États-Unis, l'Allemagne et la France, qui étaient signataires de l'accord, se sont opposés à un contrôle des missiles parce que l'Iran a dit non, ça n'a rien à voir. Et donc, où il y a un accord sans les missiles, ou bien, voilà. Donc, et donc, on a laissé une liberté totale, en tout cas, pour l'Iran de construire ses missiles, enfin, c'est-à-dire d'importer le matériel nécessaire, etc. Cette semaine, les pays occidentaux ont décidé qu'il y aura des sanctions et des contrôles contre le développement des drones et des missiles. Ça veut dire que si l'Iran cherche à développer un nouvel accord, il portera sur le contrôle des missiles. Bon, elle ne signera pas, mais enfin, bon. Et dernière chose, c'est important de savoir que la Jordanie et l'Arabie saoudite se sont mises du côté d'Israël pour arrêter les drones, pour informer, etc. Donc, finalement, on avait l'impression, c'est-à-dire qu'en fait, l'Occident dit ces pays arabes, entre guillemets, modérés, les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, vous voyez que l'Iran a une attitude agressive et donc il faut vous mettre sous le parapluie sioniste. Voilà. Et apparemment, enfin, à mon avis, c'est un tournant qui a commencé alors que l'Arabie saoudite commençait à se tourner vers l'Iran, vers les BRICS, et à ne pas accepter une normalisation avec Israël. Moi, l'intuition que j'ai, et j'ouvre ici une parenthèse, moi, je suis un petit observateur. Voilà. Donc, j'admets que des tas de gens n'acceptent pas ou soient en opposition avec mes analyses. Je ne détiens pas la vérité. J'ai une toute petite expérience que je fais partager avec les auditeurs. Voilà. Et donc, je ne détiens pas, je ne suis qu'un petit observateur. Et donc, j'essaye de partager ces analyses. Et moi, j'ai l'intuition que cette affaire que j'appelle, moi, enfin, ça c'est ma responsabilité, hein, que j'appelle la riposte ratée, elle va
comment dire, elle va entraîner un retournement des pays du Golfe et notamment de l'Arabie Saoudite dans le camp, dans l'axe américano-sioniste. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Alors, Monsieur Cohen, il y a quelques réactions, pas mal de commentaires. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent interagir sur le sujet. Sur TikTok, vous pouvez faire la demande. Sur StreamYard, j'ai mis le lien. Donc, il y a déjà quelqu'un qui est en attente là. Monsieur Cohen, moi, ma première question, la première réflexion que je vais vous livrer, en fait, c'est effectivement, cette riposte de l'Iran n'a pas eu, n'a pas fait grand dégâts. Et comment je pourrais vous dire ça? En fait, est-ce que Israël aurait pu arrêter la vague de missiles qui est arrivée sur son territoire sans l'aide de l'Occident? Parce qu'on a vu qu'il y a la France qui est intervenue et il y a les États-Unis et l'Angleterre. Et on parle même de l'Arabie Saoudite qui a donné un coup de main. Et de la Jordanie, oui. Voilà, exactement. Oui, non, mais ça, c'est une question, comment dire, c'est une question tout à fait théorique. Les États-Unis ne lâcheront jamais Israël. Enfin, je veux dire, c'est illusoire de croire que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne vont lâcher Israël. Donc, la question ne se pose même pas. Donc, je veux dire, donc il faut tenir compte. Et l'Iran a averti les États-Unis. Je l'ai entendu de plusieurs sources américaines, etc. Ça, c'est un fait établi. Enfin, c'est pas moi qui sort cette nouvelle. J'ai entendu même Mearsheimer, non pas Mearsheimer, vous savez, celui qui avait dévoilé le journaliste, le nom me reviendra, celui qui avait publié le scoop que c'était les Américains qui avaient détruit le gazoduc. Bon, le nom me reviendra. Donc, c'est un gars très bien informé et c'est lui qui a sorti aussi l'info. Donc, c'est une question tout à fait théorique. Dans ce cas-là, Israël n'est pas seul. Voilà. Voilà, exactement. Voilà. Donc maintenant, la seconde question, est-ce que pensez-vous qu'après cette riposte qui n'a pas fait grand dégâts, Israël préparerait donc si on appelle ça une riposte pour attaquer le territoire iranien ou pas du tout, justement, ça a calmé les ardeurs d'Israël? Non, les Israéliens répondront, mais seulement ils ne vont pas répondre à la manière, à mon avis, ils n'attaqueront pas le territoire iranien. Ils ne feront pas la même, enfin, je regrette de le dire, la même erreur. Voilà. C'est-à-dire, ils répondront, ils ont des moyens de répondre. Voilà. Ils peuvent attaquer, par exemple, des tas de sites iraniens en Syrie ou ailleurs. Vous savez, moi, je regrette que l'Iran n'ait pas fait une attaque discrète. Parce qu'aujourd'hui, elle prête le flanc à la critique. C'est ça le problème. C'est-à-dire, la propagande occidentale, elle a saisi cette 350 missiles. Quand on entend les gens, on a l'impression que c'est la bande de Gaza. Voilà. Or, enfin voilà, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Et je regrette qu'il n'ait pas frappé et de manière subtile, discrète, des intérêts israéliens quelque part, en Irak, en Azerbaïdjan ou ailleurs, et de manière à ce que même cela ne se sache pas trop, et de manière à clouer le bec à la propagande occidentale. Voilà. Mais c'est sûr, jamais les Israéliens, c'est ça, voilà la différence entre Israël et les autres. Voilà. Israël est un pays, est un État voyou qui ne laisse rien passer et qui fait payer au centuple tout attentat commis contre lui. Voilà, au centuple. Voilà. Donc les Iraniens, ils doivent s'attendre à quelque chose, mais vous savez, même s'ils doivent attendre 3 mois, 6 mois, ils leur feront payer Alors, dernière question avant de donner la parole, parce qu'il y a du monde en coulisses. Pensez-vous que justement, comme l'avait déjà dit par le passé l'Iran, est-ce qu'à long terme,
ils auront toujours l'objectif de rayer Israël de la carte. Non, ça, c'est un slogan creux. Voilà. Je suis désolé, c'est un slogan qui n'a aucune, comment dire, il n'a aucune base. Israël est le porte-avions américain dans la région. Donc, vouloir détruire Israël, ça veut dire s'attaquer aux États-Unis. Voilà. Donc, les Iraniens le savent. Donc, c'est un slogan et puis aussi, Israël est une puissance nucléaire. Ça veut dire que si l'Iran touche et les ogives nucléaires israéliennes se trouvent dans des sous-marins. Donc, c'est pas, même en détruisant toutes les bases du pays, Israël possède 5 à 6 sous-marins avec je ne sais pas combien, peut-être une centaine, 150 ogives nucléaires qui partiront immédiatement sur l'Iran. Donc, voilà ce que j'appelle un slogan creux qui se retourne contre l'Iran. Vous savez, quand la guerre de 67, les Arabes avaient fait une erreur monumentale au point de vue de la propagande. Ils avaient ils avaient sorti le slogan « Les Juifs, on va jeter les Juifs à la mer ». Bon, ils n'avaient aucune chance de le faire. Mais les sionistes ont pris ce slogan et on en fait un truc extraordinaire. C'est pour ça que même la gauche française, Jean-Paul Sartre, il a tremblé pour Israël parce qu'il s'est dit « Oh là là, ils vont jeter les Juifs à la mer. C'est un nouvel holocauste ». Mais c'est de la connerie. Je veux dire, et dire que l'Iran va effacer, c'est à la limite, moi je suis sûr que ce n'est même pas un slogan de l'Iran. Je suis sûr que c'est un slogan qui a été inventé par les sionistes et attribué aux Iraniens. Voilà. Je voudrais bien qu'on vérifie que ce sont les Iraniens qui ont inventé ce slogan. Je ne les crois pas assez naïfs pour émettre un slogan pareil. Voilà. Parole. Alors, très bien. Je vais donner la parole à quelqu'un qui est avec nous sur YouTube. Et après, je repasserai sur TikTok. Il y a aussi quelqu'un. Voilà. Alors, je vais vous demander quand même d'être assez court et concis. Monsieur Cohen n'est pas là toute la soirée avec nous. Il y a pas mal de monde qui veut interagir avec lui. Allez, c'est parti. Oui, mon ami, vas-y. Bonsoir. Salam alaikum à tous les auditeurs. Monsieur Cohen, moi, je voudrais vous poser une question. Vous avez dit sur Al24 News par rapport au verset biblique, Samuel 15:3, disant « Va frapper Amalek, tu le feras mourir homme, femme, enfant, nourrisson, bœuf, brebis, chameau et âne. » En gros, le fait de tuer même des enfants, des nourrissons et des femmes. Et sur Al24 News, ils vous ont dit, mais ça fait partie, c'était des temps bibliques. Et vous avez dit que vous-même, en allant à la synagogue, on parle souvent de ça, de tuer des nourrissons, des femmes, des enfants. Et donc, aujourd'hui, est-ce que c'est pas un fanatisme religieux qui est, en plus de ça, tenu par des gens qui ne sont pas juifs, parce que ça a été dit sur I24 que par le grand rabbin séfarade, il y a deux grands rabbins en Palestine occupée, il y a le grand rabbin séfarade et le grand rabbin ashkénazi, et que les ashkénazis ne sont pas juifs. Donc aujourd'hui, 97% des sionistes ne sont pas juifs, sémites, donc c'est des Européens qui sont proches des mouvements néo-nazis en Ukraine et en plus de ça, étant des Européens eux-mêmes, étaient plus proches des néo-nazis européens. D'ailleurs, c'est grâce à Hitler, l'intervention d'Hitler, qu'ils sont venus coloniser la Palestine. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est pas un fanatisme religieux qui parle au nom des Juifs justement et qui est propagé malheureusement par certains rabbins sans même n'avoir de compréhension de la religion profonde, parce que quand même dans les 10 commandements, le premier commandement c'est « tu ne tueras point ». Et aujourd'hui, le meurtre… Alors, très bien. Je vais essayer de répondre. Voilà, on va essayer de répondre. Je vais essayer de répondre succinctement. Voilà. Allez-y, monsieur Cohen. Le sionisme, au départ, n'avait pas du tout cette dimension messianique. Bon, il est devenu, après la conquête de juin 67, où la dimension messianique a pris énormément d'ampleur. Voilà. Et donc, il y a aujourd'hui des fanatiques religieux qui font un retour aux sources bibliques du mot à mot et qui reprennent les discours que moi, jeune, quand j'allais à la synagogue,
je rencontrais ces textes. Ces textes existent et ils ne sont pas caducs. Ça veut dire qu'on les récite de temps en temps, voilà, et régulièrement. Et donc, ces textes étaient relatifs à la conquête d'Israël bien avant le Christ, etc., où on disait aux Juifs, pour conquérir ces terres, il fallait assassiner. Et il se trouve que de nombreux rabbins aujourd'hui reprennent ce discours, et c'est pour ça que le massacre des enfants, des vieillards, des civils, etc., ne pose aucun, comment dire, ne pose aucun dilemme moral ou éthique à la soldatesque sioniste, ou à sa grande majorité, voilà. Alors, si c'est possible, ou je laisse la question à quelqu'un d'autre sinon. il y avait Latifa avec nous. Bonsoir Latifa, tu voulais poser ta question. Bonsoir à tous, salam à tous. Bonsoir Monsieur Cohen, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, oui. Je souhaitais revenir sur l'actualité qui concerne l'Iran. Voici ma question. Oui. Comment expliquer que l'Iran prévienne de sa riposte, sachant que l'État sioniste et ses alliés stopperaient à temps les roquettes? N'est-ce pas une preuve que l'Iran ne souhaitait pas commettre de dégâts? Je vous remercie par avance. Oui, c'est pour ça que, vous savez, j'avais fait une vidéo lundi matin, très tôt, que j'ai supprimée pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, et où pour moi j'appelais ça une pièce de théâtre, voilà. Et donc l'Iran avait le choix, par exemple, ou envoyer une frappe dévastatrice sur Israël, surprise, et là, elle en a les moyens. Il en a les moyens, l'Iran en a les moyens, mais il sait très bien que le retour serait dévastateur. Voilà. Donc, l'Iran a joué le gentleman, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, j'avertis l'Amérique, donc je sais que 99 et quelques % des missiles ne toucheront pas leur cible, seront arrêtés, ce qui est arrivé d'ailleurs. Et donc, l'Iran a présenté cela comme un avertissement pour dire aux Israéliens, voilà, et aux Américains, voilà, nous pouvons toucher le territoire. Donc, l'Iran, effectivement, n'avait pas voulu commettre un acte de représailles significatif. Significatif, c'est-à-dire en matière de destruction et en matière de victimes. Voilà. Il est faux de dire que l'Iran n'a pas voulu faire de victimes civiles. Il y a des concentrations militaires en Israël. Elle aurait très bien pu viser des bases militaires en tuant une centaine de soldats, enfin un certain nombre de soldats. Il n'y a aucun souci, elle aurait pu le faire. Mais l'Iran, soit pour des raisons, pour sauvegarder, pour des raisons d'abord militaires, pour ne pas recevoir une réponse dévastatrice, d'une part, et deuxièmement, pour ne pas, comment dire, garder une certaine, c'est-à-dire garder une certaine marge de manœuvre. Parce que, bon, c'est vrai que se lancer comme ça dans une aventure militaire, c'est très risqué quand même. Même, enfin, diplomatiquement, enfin, je veux dire, beaucoup d'États auraient pu, même la Russie, la Chine, auraient pu se dire, enfin, c'est quand même pas, enfin, voilà, leur alliance, ça aurait pu mettre leur alliance en péril. Donc, l'Iran a joué la modération, voilà. Donc, que ce soit sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. TikTok, Monsieur Cohen, j'ai quelqu'un avec nous sur TikTok. Gilles, un habitué. Bonsoir Gilles. Oui, bonsoir. Je suis un habitué et c'est toujours avec un grand plaisir que j'ai le plaisir d'écouter Monsieur Cohen. Je le dis en toute franchise. Je rappelle que je suis de l'autre côté de l'océan, en Guadeloupe, mais il faut savoir que Monsieur Cohen, vous avez une large audience. Cela veut dire qu'on vous écoute en Guadeloupe, Martinique, Guyane,
De l'autre côté aussi, la Nouvelle-Calédonie, il faut le dire, on ne le dira jamais assez. Donc, je le répète encore, Monsieur Cohen, merci de nous accorder un petit peu de votre temps. Alors, maintenant, je vais passer à ma question parce que, Monsieur Cohen, vous avez vraiment beaucoup de personnes qui voudraient vous poser des questions. Ma question se porte, cher Monsieur Cohen, au niveau du messianisme. Je mets mes enquêtes ma propre recherche, je n'ai pas compris exactement c'est quoi le messianisme et c'est pourquoi la destruction du temple de Jérusalem. J'avoue que je passe du coq à l'âne, vous m'excusez, mais en tout cas, Monsieur Cohen, vous avez peut-être les attitudes intellectuelles pour nous expliquer. Et en plus, Monsieur Cohen, vous avez sorti des livres. Je vous promets d'acheter, en tout cas, le dernier livre que vous avez sorti. Alors ma question, c'est le messianisme, la destruction la mosquée de l'Aqsa qui pourra faire venir le troisième temple de Jérusalem. J'avoue que je n'ai pas compris. Alors, justement. Je termine. Gilles, et merci. Merci, M. Cohen. Alors, Gilles, oui. Merci d'avoir posé cette question. Est-ce que, M. Cohen, vous voulez que je passe la vidéo Non, je vais répondre d'abord. OK. Dans la religion juive, bon, par exemple, chez les chrétiens, enfin, je crois que, c'est-à-dire l'arrivée du Christ, ça a été comme l'arrivée du Messie. Voilà. C'est-à-dire que Dieu a envoyé son Fils pour apporter ce qu'il fallait à l'humanité. Voilà. Bon. Les Juifs, c'est autre chose. C'est-à-dire, ou les musulmans, ils ont reçu le prophète, et donc, pour eux, c'est presque. Voilà, on a atteint l'objectif. Voilà. Ça veut dire on a reçu la parole finale, etc., certifiée. Les Juifs attendent le Messie, voilà. C'est-à-dire attendent la délivrance depuis 2000 ans. Enfin, voilà. Et donc, ce Messie, c'est. Je ne vais pas rentrer dans des trucs. C'est-à-dire, c'est un mythe. Voilà. C'est un mythe qui va sauver les Juifs. Il va les ramener dans leur terre. Certains disent que ça sera la paix, mais ça sera la paix avec la domination juive sur leurs voisins. Enfin bon, il y a des interprétations. En tout cas, le Messie, il est attendu. Voilà. Et le Messie, il est lié au temple. C'est-à-dire que le fait d'avoir. Parce qu'il y a eu 2 temples dans l'ancien Israël. Il y a un premier temple qui a été détruit en 500 à peu près avant Jésus-Christ, et le deuxième temple, il a été détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Et donc, lorsque le Messie viendra, enfin en tout cas d'après le mythe, eh ben, il y aura forcément, enfin je veux dire, c'est lié à la construction d'un temple. Et le Messie, ça sera la renaissance du peuple juif, les morts ressusciteront. Enfin, il y a des tas de trucs qui sont liés. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est du domaine de l'imaginaire. Il y a énormément de textes, il y a énormément d'interprétations. Mais en tout cas, l'idée principale, c'est que ça sera le sauvetage ou la renaissance du peuple juif, mais donc il faut un temple. Bon. Au départ, la création d'Israël par les sionistes athées n'avait absolument aucun lien avec ce temple. Voilà. Et comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, la population juive israélienne est au minimum 30% de fanatiques religieux. Et donc l'idée du Messie commence à revenir. C'est-à-dire et donc la construction du temple. Et vous savez que dans le temple, il y avait des instruments en or qui servaient à faire les sacrifices, qui servaient au service de Dieu. Voilà. Et donc, tous ces objets ont été recréés selon les principes dictés dans les textes. Donc aujourd'hui, il y a un musée à Jérusalem où on peut voir tous les objets de culte pour le futur temple. Donc, ils existent.
il suffirait maintenant de construire le temple. Or, ce temple, je sais pas, moi, d'après les connaisseurs, on ne peut pas le construire n'importe où. Il faut le construire là où il avait été construit, c'est-à-dire là où il y a la mosquée Al-Aqsa. Bon. Et donc, il y a un courant de plus en plus fort, et même de toutes les façons, vous savez, je peux vous citer, je connais il y a un chanteur, je ne sais pas, du style, je ne sais pas moi, comment le comparer, un chanteur français, disons, très populaire, très sympathique, enfin, qui a de beaux textes, etc. Je ne sais pas, peut-être Charles Aznavour, enfin, j'en sais rien, enfin, un peu Gilbert Bécaud, par exemple, et qui chante alors qu'il est athée. C'est ça le truc un peu bizarre dans cette société, c'est que c'est une société, enfin, dans la société athée, l'idée du Messie fait son chemin aussi, pas seulement chez les religieux. Donc il y a une espèce de consensus national qui est en train de prendre de l'ampleur et qui finira à mon avis, c'est-à-dire que aujourd'hui, les fanatiques extrémistes, enfin tout ce qu'on veut, ils lorgneront vers la mosquée Al-Aqsa, et comme ils se sentent en toute impunité très forts, un jour ou l'autre, voilà, si ça continue sur cette lancée, si les pays arabes et musulmans ne font rien pour les arrêter, il y a des chances que la mosquée Al-Aqsa sautera. Bon, voilà. Alors, pour qu'ils fassent quelque chose, les pays arabes, il faudrait qu'ils reviennent déjà sur les accords d'Abraham qu'ils ont signés. Oui, non, mais je sais bien sûr. Voilà, donc voilà. Il y a pas mal de monde, Monsieur Cohen, qui veut interagir. Je vais donner la parole avant de revenir sur TikTok. Attends, Gilles, tu voulais… Oui. Ouais, je voulais juste remercier Monsieur Cohen. Vous donnez beaucoup de votre temps. Vous passez beaucoup de votre temps à venir et à expliquer tous les jeudis. C'est pratiquement un rendez-vous incontournable. Alors, sachez, Monsieur Cohen, que vous êtes écouté grâce à Monsieur Altitude parmi beaucoup de monde, et il y a beaucoup de personnes qui ont vos vidéos et que je diffuse aussi. Mais en tout cas, merci Monsieur Cohen, parce qu'à chaque fois, vous prenez votre temps pour expliquer. Vous avez pris votre bâton de pèlerin. Je vous remercie. J'ai terminé. Merci à toi, Gilles. Je vais donner la parole, avant de donner la parole à toi, Siciliano. Sur YouTube, c'est Golpiz qui est avec nous. S'il m'entend. Ton micro. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Salam alaikum à tous. Alaikum salam. Bonsoir, Monsieur Cohen. Bonsoir. Alors moi, j'ai deux petites questions. Je vais essayer d'être rapide. Donc la première, est-ce que l'État d'Israël a à court terme un intérêt d'attaquer les bases nucléaires de l'Iran? Ça, c'est une première chose. Les sites nucléaires, plutôt. Et ma seconde question, elle est plus, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut imaginer la création d'un État palestinien avec, au niveau de la politique extérieure, un contrôle américain et israélien, comme nous avons aujourd'hui avec l'Égypte et la Jordanie? Comme vous savez, l'Égypte et la Jordanie, au niveau de leur politique extérieure, sont contrôlés par les Américains. Donc pourquoi pas demain, dans on va dire, leur projet, la création d'un État palestinien avec un contrôle américano-israélien. Est-ce que c'est une hypothèse qui serait plausible, étant donné qu'on a déjà l'exemple avec l'Égypte et la Jordanie? Voilà. Alors, merci. Je vais commencer par la deuxième question. L'État palestinien, au mieux, qu'Israël pourrait permettre, au mieux, dans le meilleur des cas, serait sur 30 à 40% de la Cisjordanie. Je dis bien 30 à 40% sur la Cisjordanie, morcelée en 2 ou 3 parties, sans aucune frontière indépendante. L'Égypte, aujourd'hui, a ses frontières, a ses aéroports. Il ne sera absolument pas question pour le Bantoustan palestinien, qu'on appellera État si on veut,
d'avoir des frontières qu'il contrôlera, où l'espace aérien tout sera contrôlé par Israël. Et ça, c'est le meilleur que pourraient obtenir les Palestiniens à court terme ou à moyen terme. Voilà. Mieux, enfin, c'est impossible de rêver à mieux. Voilà. Ça, c'est le meilleur qui pourrait. Et même ça, c'est pas sûr. Voilà. Alors, sur le bombardement vous savez, enfin, d'après vraiment ce que j'ai lu, l'Iran n'a jamais cherché, ne cherche pas à développer la bombe nucléaire. Voilà. Et d'ailleurs, l'Iran a signé un traité en 2015 très restrictif avec des contrôles de l'AIEA. Enfin, vraiment, ils ont fait les choses bien. Et donc, pour lever les sanctions et avoir des relations économiques normales avec le reste du monde. Et seulement Israël n'a jamais voulu que l'Iran développe une industrie nucléaire. Même pas, c'est pas la question de la bombe, c'est une industrie nucléaire. Voilà. Israël s'est toujours opposé à ce que tout pays de la région, regardez l'Irak par exemple. L'Irak avait commandé une centrale nucléaire à la France qui était normale, c'est-à-dire une centrale nucléaire, voilà, il n'y a aucun armement, rien du tout. Mais Israël l'a détruite et a assassiné la plupart des scientifiques irakiens parce qu'ils ne toléraient pas qu'un pays arabe maîtrise l'énergie nucléaire. Voilà, point barre. Voilà, c'est comme ça. C'est ça l'impérialisme. Et donc, les Iraniens, c'est un pays montagneux. Enfin, donc, ils ont enfoui la majorité de leurs usines de recherche nucléaire à, je ne sais pas moi, 1000 mètres, 2000 mètres, donc sous des bunkers. Donc, ils sont inaccessibles à des bombes. Et donc, je ne crois pas que si Israël faisait ça, ça serait presque un casus belli où là, les Iraniens ne pourraient faire autrement que de déclencher les hostilités générales. Voilà. Et donc, d'ailleurs, les Israéliens le savent. Ça fait depuis 20 ans qu'ils essayent de contrer le développement nucléaire de l'Iran sans jamais les attaquer directement, soit par du sabotage, donc indirectement. Ils n'ont jamais osé le faire de manière directe. Voilà. Et donc, à mon avis, ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ça serait inefficace sur le plan, parce que ces bâtiments sont enfouis sous terre et ça donnerait une occasion à l'Iran de pouvoir riposter de manière efficace. Voilà. Et donc, je ne crois pas que les Israéliens ne le feront pas. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais fait depuis 20 ans ou 25 ans, donc je ne vois pas pourquoi ils le feraient. Non, les Israéliens sont assez malins. Ils savent où frapper, comment frapper, ils savent ce qui touche vraiment. Et ils en ont les moyens, ils en ont la volonté et les moyens de le faire. Merci, M. Cohen. Une dernière chose, mais juste pour rebondir, par contre, concernant le front nord avec le Hezbollah, là, il y a vraiment un risque d'escalade. Alors, il y a un risque, mais jusqu'à présent, ça fait 6 mois que ça dure et l'escalade n'a pas eu lieu. Ça veut dire que le Hezbollah et Israël n'ont pas intérêt, parce que si l'un des deux voulait un conflit généralisé, il l'aurait fait. Si Israël avait voulu un conflit généralisé au Liban, ils ne vont pas gêner. Ils vont lancer. Donc, Israël ne veut pas, le Hezbollah ne veut pas, donc ils s'entendent. Enfin, c'est un accord tacite. Ils ne se réunissent pas autour d'une théière. Ils savent, voilà, ils se disent, je n'ai pas envie d'aller plus loin, on se bombarde, de temps en temps, il y a une victime par-ci, il y a une destruction par-là, c'est la règle du jeu, on l'accepte, mais on ne va pas plus loin. Donc, jusqu'à présent, les deux parties, les deux adversaires, ou les deux ennemis, ont accepté de ne pas aller plus loin. Voilà. Alors, merci. Merci à toi, Golpis. Je vais donner la parole sur TikTok à Siciliano. Bonsoir.
bonsoir tout le monde, salam alaikum, shalom à tout le monde. Moi, j'ai une petite question, hein, Monsieur Cohen. Déjà, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, ça fait déjà un long moment que je vous suis. Merci pour votre combat et la vérité. Moi, j'ai une petite question parce que ces sujets-là, on en parle souvent. Et je leur dis tout le temps d'où ça a réellement commencé, tous ces conflits-là. Nous sommes d'accord? Ah, t'entends plus, on t'a perdu. Ah, on t'a perdu, Siciliano. Attends, on t'a perdu. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? On t'a perdu. Oui, en fait, ce sujet-là, on en parle très souvent. Et je me dis, quand je parle avec des personnes, est-ce qu'il faudrait recommencer dès le début, comment ça a réellement commencé le conflit, dans le sens que c'est bien l'Angleterre qui a envoyé les personnes qui fouillaient la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, on les a amenés vers la Palestine, et que la Palestine, justement, a accueilli ce peuple qui était persécuté. Justement, je me demande même si c'était pas fait, même exprès. Mon père, c'est un des anciens combattants qui s'est battu en Deuxième Guerre mondiale. Et il demande même si c'était pas fait exprès, justement, que c'est là que ça a commencé réellement la colonisation, de reprendre justement tous les plans qu'Israël aujourd'hui ont, parce qu'on sait bien qu'ils veulent aller jusqu'au Nil, etc., ils veulent conquérir, presque reprendre les terres, comme il est écrit dans les écrits du peuple israélien. Est-ce que réellement, même le conflit avec l'Iran, le conflit avec ça, si c'est pas toute une mascarade, en fait? C'était pas tout un plan, justement, pour donner le feu vert, justement, attaquer tous les pays qui sont dans les alentours et reprendre, justement, la terre, comme ils disent eux, la terre promise, et reprendre leurs droits un peu partout. Et c'est pour ça qu'ils commencent un peu à bombarder par-ci, par-là. Et je me demande même si l'Iran, c'était pas une attaque, une fausse attaque, justement. Ok, le problème. Allez-y. Je peux répondre? Allez-y, M. Cohen. Oui. Le problème, c'est quoi? C'est qu'au début du XXe siècle, le Moyen-Orient devient une région. On sait qu'il y a du pétrole, on sait qu'il y a le canal de Suez, et donc c'est une zone qu'il faut absolument, enfin que l'impérialisme occidental, à l'époque, il était le maître, hein, qu'il fallait contrôler. Voilà. Donc l'Angleterre a pris le contrôle d'une grande partie de ces territoires. Il ne faut pas oublier une chose, enfin l'histoire de Laurence d'Arabie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Laurence d'Arabie. Il faut voir le film, hein, c'est très intéressant. C'est-à-dire que comment les Anglais ont réussi par leur manigance à mettre la main en faisant de fausses promesses. Vous savez, par exemple, les Anglais, ils ont promis aux Arabes de permettre un grand État uni et indépendant. Mais dès 1918, ils ont divisé cette région de manière à mieux la contrôler. Par exemple, le Koweït faisait partie de l'Irak. Or, l'Angleterre se méfiait de l'Irak, se disait, tiens, donc ils ont séparé la province du Koweït pour pouvoir, vous savez, on l'appelait le cheikh koweïtien, on l'appelait un Britannique avec un, comment on appelle ça, le kéfier, voilà. Le roi, le souverain du Koweït, on l'appelait à l'époque un Britannique avec un kéfier. Donc, l'impérialisme britannique d'abord et puis américain ensuite ont tout fait. Par exemple, la Jordanie, ça n'existait pas la Jordanie. La Jordanie a été créée artificiellement et on a installé un roi jordanien d'une famille royale. Donc en fait, toute cette région a été découpée pour mieux la contrôler et selon les vicissitudes. Par exemple, en Iran, il y a eu une révolution en 1953. Vous savez, du genre, c'est comme si aujourd'hui on parlait de Sankara, par exemple, l'équivalent de Sankara. Il y avait un président ou un premier ministre, je ne me souviens plus, qui s'appelait Mossadegh, qui voulait nationaliser le pétrole, etc. Mais il a été renversé par la CIA, qui a ramené dans ses bagages le Shah d'Iran.
Donc en fait, c'est une région qui ne devait pas échapper. Ça, c'est le principe de base de l'impérialisme. Cette région ne devait pas échapper au contrôle occidental. Voilà. Et donc, ils ont tout fait. Par exemple, Nasser a voulu nationaliser le canal de Suez. Eh bien, il y a eu l'agression tripartite. La guerre de 67, je ne sais pas si elle avait comment dire, une connotation particulière avec l'idée de mettre l'Égypte au pas, mais certainement, ça a soulagé beaucoup les puissances occidentales, parce que l'Égypte, à l'époque, l'Égypte de Nasser, était la voie de la révolution arabe. Donc, si vous voulez, toutes les tentatives des Arabes de se libérer de l'emprise impérialiste ont échoué. Et Israël a joué son rôle aussi dans cette histoire. Le drame du Proche-Orient, c'est que c'est une région qui est riche en pétrole, en gaz, et il y a le canal de Suez, est stratégiquement bien placé, et donc les impérialistes ne laisseront jamais cette région se développer tranquillement dans ses intérêts, etc. Voilà. Alors, les amis, il y a énormément de monde ce soir. Attends, Siciliano, s'il te plaît. Il y a pas mal de monde ce soir, Monsieur Cohen. Le sujet est très intéressant. On va essayer de faire court, les amis, hein, pour libérer Monsieur Cohen, qui se fâche pas trop à la fin de l'émission. Donc, Monsieur Cohen, il y a Jeff qui est avec nous sur YouTube. Oui. Ton micro, Jeff. Bonsoir, vous m'entendez bien? Désolé, on m'entend bien? Bonsoir. Très bien. Moi, j'avais une question par rapport à ce que certains ont appelé l'axe de la résistance. Est-ce que cet axe de la résistance qui serait formé par la Chine, la Russie, l'Iran, est-ce que c'est pas une fiction? C'est-à-dire, est-ce que ces États-là, finalement, ne sont pas motivés par un intérêt qui est purement national? Et parce que si on prend le cas, par exemple, de la Russie qui, en 2006, avait reçu une délégation du Hamas après les élections, c'était pour la forme, mais dans les faits, à ma connaissance, la Russie n'a jamais fourni d'équipement, ne serait-ce que défensif, au Hezbollah ou aux factions palestiniennes. Donc moi, ma question, c'est d'une part, qu'est-ce qu'on doit penser de cet axe de la résistance qui fait pas grand-chose à ma connaissance? Et est-ce qu'on n'a pas un petit peu exagéré l'idée que l'Occident était sur le déclin? Parce qu'on parle du déclin occidental, mais dans les faits, c'est toujours le pôle dominant sur l'échiquier international. Donc en gros, ma question, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas un peu fantasmé l'opposition à l'Occident et la faiblesse de l'Occident? Est-ce qu'on n'a pas exagéré ça? Bon, disons qu'au Moyen-Orient, en tout cas, on va parler du Moyen-Orient, et c'est pour ça qu'Israël occupe une place de choix. Voilà. Israël, c'est vraiment l'allié, l'Arabie Saoudite aussi. Mais l'Arabie Saoudite, il y a quand même, voilà, bon, c'est pas, il y a une méfiance, voilà, on ne sait jamais. Vous savez, les Occidentaux disent on ne sait jamais avec les Arabes. Bon, il peut y avoir un coup d'État, une révolution, etc. Et c'est pour ça qu'Israël est cajolé, aidé, etc., parce que c'est le chien de garde de l'Occident. Bon, il se trouve que l'URSS, à la belle époque, l'URSS avait des places fortes au Moyen-Orient. L'Égypte de Nasser, l'Irak et la Syrie du Baas. Enfin, bon, ça, c'est de la vieille histoire pour les jeunes. Et la Libye. Et donc, l'URSS, à une époque, avait des grandes ambitions géopolitiques. Mais malheureusement, c'est comme ça. Hein, en 1990, l'effondrement de l'URSS a laissé le champ libre. À l'époque, la Chine était quasiment inexistante sur le plan diplomatique mondial, et donc a laissé le champ libre à l'Occident. Et donc l'Occident a des places fortes partout. Et quand un régime ne l'arrangeait pas, il le détruisait, comme c'est arrivé en Irak, comme c'est arrivé en Libye. Et donc finalement, tous les pays arabes marchent droit. Voilà, ils savent ce qui les attend s'ils se rebellent trop. Regardez l'Égypte. Voilà, bon, le régime égyptien, bon, ben, il suit les ordres. Voilà, bon, ben, il a envie de survivre. Bon.
aujourd'hui, le seul pays où la Russie a réussi à remettre les pieds, c'est la Syrie. Et donc à sauver le régime d'Assad. Mais même en Syrie, la Russie n'a pas vraiment n'a pas une liberté d'action démesurée. J'ai dit tout à l'heure dans l'introduction que la Russie n'a jamais livré des armes, notamment les antimissiles à la Syrie, capables de résister aux agressions aériennes israéliennes. Donc la Russie aussi joue petit bras, disons, pour prendre une expression comme ça, voilà. Et donc, globalement, c'est une région on a pensé à un moment donné, peut-être à long terme, vous savez, la révolution qui est en train de s'installer avec les BRICS, etc., ça va prendre des années, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, aujourd'hui, et peut-être à court terme, c'est l'Occident qui domine dans la région. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est éternel, mais en tout cas, je ne vois pas ce qui pourrait, à moins qu'il y ait des coups d'État comme ça, 2 ou 3 coups d'État en Arabie Saoudite ou dans des pays, enfin dans d'autres pays clés, mais je ne vois pas ce qui pourrait renverser la mainmise quasiment à 90% de l'axe américano-sioniste, on va l'appeler comme ça pour simplifier, sur la région. Alors, merci, M. Cohen. Je vais donner la parole sur TikTok à Coriano Pio. S'il veut bien se démuter. Coriano, une fois. Allô, bonjour, oui. Bonjour, bonsoir, excusez-moi, j'arrive pas à me démuter. Allez-y. Vous m'entendez? Oui, bonsoir, on vous entend. Oui. Bonsoir Altitude, merci beaucoup. Bonsoir Monsieur Cohen et merci pour la pertinence de vos propos, c'est toujours très enrichissant. Alors ma question est simple, elle se fera en 2 temps. Qui arrêtera ce pouvoir sanguinaire dans ce génocide en cours depuis plus de 7 mois, quand on sait que Netanyahou trouve dans la perdurance de la guerre un moyen de se maintenir au pouvoir? Deuxièmement, comment stopper cette propagande mensongère de tous les instants de l'État sioniste, cette mainmise, cette manipulation médiatique sans précédent à l'échelle occidentale? Et enfin, comment expliquer ces 2 poids 2 mesures, à savoir cette arrogance et ce bras d'honneur au droit international? Merci, M. Cohen. Bon, qui arrêtera le régime sioniste? Personne, parce que, en fait, le régime sioniste arrange l'Occident. J'ai dit tout à l'heure que c'est le chien de garde le plus sûr, le plus fiable, contrairement à ce qu'on pense. Ils sont encore costauds. Et donc, et on connaît, vous savez, c'est pas, on dirait, moi j'ai l'impression que les gens découvrent la nature du régime sioniste. Mais c'est ce qu'il fait depuis 1947. Bon, c'est vrai qu'on n'a jamais assisté à une telle brutalité comme à Gaza. Mais il a fait des choses comme ça, à petite échelle, mais qui a fait tout au long de son histoire. Et donc, les États n'osent pas trop. C'est un État voyou qui dit « je vous emmerde ». Voilà, à la communauté internationale. Et comme il a l'arme atomique, comme il a l'appui de pas mal de pays comme l'Amérique, etc., ben, il peut se permettre. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il se le permet et personne. Et regardez par exemple la Russie, dès le premier jour de l'invasion de l'Ukraine, avec des raisons, hein, eh ben, il y a eu des sanctions. Personne n'oserait imaginer un pays dire on va sanctionner Israël. Enfin, vous imaginez, c'est comme si vous ouvrez Auschwitz. L'idée même, le mot de sanction contre Israël est imprononçable. Voilà. Alors, qu'est-ce qui explique le double standard? Qu'est-ce qui explique la mainmise médiatique d'Israël ou de lobby juif sur l'Occident? Je l'ai déjà expliqué, ce sont les Sayanim. Et je ne vais pas refaire un cours là-dessus. Écoutez, moi je trouve que franchement, vous savez ce que c'est une relation dialectique. Il y a un maître, il y a un esclave. Voilà. S'il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de maître. Voilà. Donc,
il y a un dominant sioniste en France, en Occident. Il y a un dominant sioniste dans les médias, etc. Et il y a un esclave. L'esclave, c'est celui qui subit et qui ne fait rien pour contrer la volonté esclavagiste du maître. Eh bien, l'esclave n'a qu'à se réveiller, n'a qu'à se révolter, parce qu'il a, l'esclave, il a des pépites, il a les moyens de résister, mais il ne le fait pas. Et ça, je ne vais pas revenir là-dessus, ça sera pour une autre fois. Alors, ok, merci, M. Cohen. Alors, attendez une seconde, s'il vous plaît. Ouais, merci à toi, Coriano Pio, pardon. J'ai un commentaire que je voulais vous faire partager, M. Cohen. Et vous dites, en deux mots, vous me dites ce que vous en pensez. Et après, je vais donner la parole à Latifa qui est avec nous sur YouTube. D'accord. Voilà, c'est celui-ci, M. Cohen. Ah, eh ben, alors, je vais vous faire une petite parenthèse. Alexandre Douguine, j'ai passé quelques jours, enfin, pas avec lui, il était à Beyrouth. Mon dernier voyage à Beyrouth, bon, il y avait quelques personnages. Il y avait Alexandre Douguine qui était là, et on a eu l'occasion de bavarder. Voilà, bon, je ne sais pas s'il se rappelle de moi, vous savez, bon, c'était juste voilà, bon, il y avait le dernier congrès avant le Covid, et puis après, bon, tout ça s'est arrêté. C'est bien sûr, c'est quelqu'un de. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il parle français. Bon, on parlait en anglais. Voilà. Voilà, en tout cas, c'était un commentaire que je voulais vous partager. Et bon, ben, si j'arrive à le faire venir sur ma chaîne, ben, pourquoi pas. Latifa, si tu peux reposer ta question, ou du moins poser ta seconde question à M. Cohen, comme ça je ferai tourner la parole et je reviendrai sur TikTok. Vas-y. Rebonsoir, je vous remercie pour vos premières explications. Je me permets de revenir sur l'actualité liée à l'Iran. Et je me demandais pourquoi l'Iran, dans ces cas-là, ne s'est pas permise d'attaquer une structure symbolique de l'État d'Israël, telle qu'une mairie, un musée, même vide, ou un site archéologique, sachant que les roquettes étaient visées de nuit et n'auraient dans ces cas-là pas commis de dégâts de civils, mais auraient eu l'avantage de marquer les consciences collectives. Cela aurait été un réel avertissement et aurait marqué les consciences israéliennes. Je vous remercie et bonne soirée à tous. Non, enfin, ce qu'il aurait fallu, enfin à mon avis, et ce que j'avais prévu d'ailleurs, enfin ce que j'avais anticipé à mon avis, je pensais que les Iraniens choisiraient une cible militaire, voilà, c'est-à-dire avec une capacité militaire ou de renseignement, voilà. Et Israël en possède. J'avais dit au nord de l'Irak, il y a une antenne du Mossad, en Azerbaïdjan. Bon, je ne suis pas un spécialiste du renseignement, mais je suis sûr qu'il y a au Soudan, par exemple. Les Israéliens sont très présents en Afrique, dans certains pays, comme au Soudan, par exemple. Et donc, j'aurais pensé qu'ils choisiraient, qu'ils feraient mal aux Israéliens. C'est ça le problème. Ce n'est pas le problème de détruire une mairie, c'est le problème de faire mal. Voilà. C'est-à-dire de tuer une équipe de militaires, si possible des gens assez haut placés ou avec des fonctions importantes du renseignement. Et ça, le message, c'est ça le message que comprennent les Israéliens. C'est-à-dire, ce n'est pas le message symbolique, on va toucher ceci, etc. Il faut taper là où ça fait mal. Voilà. Et malheureusement, enfin, moi je pense qu'on a affaire à un État voyou qui est habitué à l'assassinat, qui est habitué à ses coups tordus. Il faut lui rendre l'appareil. Voilà. Ok, merci, M. Cohen. Je vais sur TikTok. Dounia, ton micro. Bonsoir à tous. Alors, avant tout, Monsieur Cohen, c'est avec grand plaisir, encore une fois, de vous écouter. Moi, j'ai une question pour revenir sur la Palestine que j'avais envie de vous poser depuis très longtemps. Et en fait, j'aurais aimé savoir dans un premier temps ce que vous pensez du droit au retour des Palestiniens, donc sur les territoires de 48, hein, et si vous êtes pour.
Voilà, écoutez, moi, si j'espère je que vous c'est pas pose la difficile. question, est-ce que vous êtes pour vous faire gagner 10 millions d'euros au loto? Est-ce que vous êtes pour? Non, enfin, écoutez, non, je suis désolé. Des fois, j'ai tendance un peu à blaguer sur des sujets sérieux. Mais bien sûr, je serai pour. Mais c'est totalement illusoire. Je veux dire, comment dire, enfin, c'est même pas. C'est un rêve inaccessible. Voilà. Je regrette de le dire brutalement, mais même juste de croire que ça peut arriver, ça arrivera à une seule condition, la défaite militaire d'Israël, c'est-à-dire l'anéantissement de l'État d'Israël. Voilà. Sur le plan militaire ou économique, enfin en tout cas l'anéantissement de la puissance israélienne. C'est la seule condition possible. Voilà. Et donc, on n'a même pas. Enfin, c'est dommage de s'accrocher à un truc complètement illusoire. Voilà. Jamais. Enfin, aujourd'hui, non seulement ce retour est inimaginable, inconcevable, mais même ceux qui vivent en Palestine, que ce soit, à mon avis, les Arabes israéliens, leur tour viendra un jour. Voilà, je vous le dis, dans l'espèce d'hystérie collective qui a saisi les Israéliens, d'abord, ils vont se débarrasser ils sont en train de se débarrasser des Gazaouis, puis est arrivé le tour des Palestiniens de Cisjordanie, et lorsque ça sera fait, ça sera le tour des Arabes israéliens. Voilà. Donc en fait, on est dans le processus où même les Arabes les Palestiniens qui ont un droit de séjour à l'ombre de l'impérialisme sioniste, leur droit de séjour, regardez par exemple ceux qui habitent à Jérusalem-Est, mais ils sont dans une précarité extraordinaire. Alors, je vais faire tourner. Avant de partir, je voulais vous remercier. C'était évidemment la réponse que j'espérais de votre part. Je vous aime très fort pour ma part et je vous remercie beaucoup pour cette réponse. Pour moi, elle importe beaucoup. Et je vous remercie encore une fois et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci. Wally, oui. 2 questions encore. Ouais, eh ben, je vais faire le choix. Donc, il y a énormément de monde ce soir. Il n'y a pas de souci. C'est une question physique. Hein. Je je peux pas parler trop longtemps. Voilà, je comprends, il n'y a pas de souci, M. Cohen. Donc, si je peux intervenir, ça serait bien. Non, mais je vais faire dans l'ordre. Donc, c'était Malik. Malik qui était là. Malik, tu es avec nous? Voilà. Gigi Malik. Gigi Malik. Ah, Malik. Vous ne parlez pas français, Malik? Pakistanais. Pakistanais, ok, merci Malik. Désolé, on ne parle pas le pakistanais. Donc, Souleymane, vas-y. Oui, bonsoir à tous, salam alaikum, Monsieur Cohen. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, t'entends, vas-y. J'étais pas monté pour vous faire cette observation-là, mais par contre, vous avez parlé qu'effectivement, il aurait été plus important pour la République d'Iran de frapper une antenne militaire, quelle que soit la région où ça pouvait être. Vous avez parlé d'Afrique, vous avez parlé d'Azerbaïdjan. On pourrait parler aussi du Kurdistan, qui est aussi une base arrière de l'armée israélienne. Mais justement, ce n'était pas le but de la République iranienne de faire justement couler le sang. En fait, l'attaque iranienne a eu, comment dirais-je, plusieurs conséquences. La première était de montrer qu'effectivement, sans l'aide de l'extérieur, de puissances occidentales et aussi des satellites des pays arabes aux alentours d'Israël, que sans ce support-là, Israël n'était pas infaillible, comme elle a toujours prétendu l'être. Donc la première intention, c'était de montrer qu'effectivement, Israël était, comment dirais-je, fragile de ce côté-là. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Deuxièmement, elle a fait tomber les masques en ce qui concerne les alliances géostratégiques
avec les pays arabes sunnites avoisinants. Donc on a eu l'Égypte qui s'est mis en état de guerre avec Israël. On a eu la Jordanie qui a donné la possibilité aux Anglais d'utiliser son espace aérien. On a eu l'Arabie Saoudite qui a donné les codes des positions des drones, etc. Donc ça, c'était le deuxième effet. Et le troisième effet, c'était aussi de dire qu'ils avaient la possibilité de frapper de manière très ciblée sans faire de mort, au détriment de la politique de Netanyahou, de ce qu'il est en train de faire à Gaza. Mais ça, c'était la petite parenthèse par rapport à votre remarque. Donc moi, je pense que ce que l'Iran a fait, c'était pas rendre coup pour coup, c'était très intelligent de leur part parce que d'une pierre, elle a fait plusieurs. Alors attends, Souleymane, Monsieur Cohen, allez-y. Écoutez, c'est très intelligent, mais c'est une satisfaction morale. Voilà, c'est un peu comme le vote à l'ONU ou le vote à la CIJ, etc. Mais on n'en a rien. Moi, j'en ai rien à fiche. Voilà. Ça veut dire, est-ce que ça a ébranlé la puissance militaire, l'arrogance militaire sioniste? Non. Voilà. Arrêtez avec ces oui, on a montré. Mais bien sûr, Israël, on le sait, il tient grâce aux Américains. Bon, on sait que la Jordanie, l'Égypte sont des collabos. Bon, alors voilà, donc on le sait tout ça, ça apporte une satisfaction morale. Et moi, les satisfactions, en tout cas moi personnellement, moi je trouve ça. Enfin, je veux dire, quand on a fait tout à l'heure au départ, j'avais dit que l'Iran ne cesse d'être attaqué en Syrie depuis 5 ans. Voilà. Chaque semaine, ils sont attaqués, chaque semaine. Alors, ça va, quoi. Il faut. Voilà, on répond, mais on répond de la même manière. Voilà, pas pour avoir une satisfaction morale. Voilà, alors une dernière, ce sera pour l'animal qui vient de nous rejoindre. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Salut et bonjour à tout le monde. Moi, je vais te dire un truc. Je voulais parler avec aptitude. Alors attends, s'il te plaît, parce que là, le sujet, c'était avec Monsieur Cohen. Si tu as quelque chose à me dire, je vais juste clôturer mon live sur YouTube et tu me diras le truc juste après. Non, normal, il n'y a rien sur. Ouais, mais là, c'est pas le sujet. Donc, moi, je te donnerai la parole tout à l'heure. Là, je vais conclure mon émission avec Monsieur Cohen. Il y avait une dernière question, Monsieur Cohen, et je vais la remettre. Donc, c'était. Voilà. Pour être honnête, c'est Monsieur. Oui, mon ami. Vas-y. Le micro. Le micro, une fois, 2 fois. Mais si tu permets, Wari. Attends. Non, s'il te plaît, Suleiman, attends. Jeff, vas-y, tu avais une dernière question? Oui. S'il te plaît. Ah, pardon. Oui, rebonsoir, je vais être rapide dans ma question. En fait, je vais être très rapide dans ma question. C'est par rapport à la théorie selon laquelle Israël aurait laissé faire, voire même provoqué l'attaque du 7 octobre. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est finalement quel intérêt est-ce que le gouvernement israélien aurait eu à faire ça, sachant que ça peut fragiliser sa position et provoquer sa chute. C'est-à-dire que est-ce que le gouvernement de Netanyahou aurait laissé faire ce truc en sachant que ça aurait davantage fragilisé sa position? C'est ça que je ne comprends pas avec cette théorie, en fait. Non, ça permet, d'abord, à l'époque, et il ne faut pas oublier qu'Israël était au bord de la guerre civile à cause de l'histoire de la Cour suprême. Mais ça, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. On était presque au bord de la guerre civile. Ça veut dire, à l'époque, il y avait des dizaines de milliers de soldats, des réservistes qui refusaient, qui envoyaient leurs lettres à l'armée pour dire « nous ne servirons pas dans cette armée ». D'accord? Donc, on était au bord de l'écroulement de la société israélienne. Et l'action du 7 octobre a remis tout le monde ensemble. On s'est dit, il y a un ennemi, on est en danger de mort, il faut se battre ensemble. Donc, premier point. Deuxième point, il fallait un choc terrible pour justifier
le génocide de Gaza et l'expulsion de ses habitants. Et le 7 octobre, il était à tel point monstrueux, enfin développé monstrueusement par la propagande, qu'il pouvait justifier le nettoyage ethnique de Gaza. Donc, voilà les deux raisons principales qui ont amené l'État profond, moi j'appelle ça l'État profond sioniste, à donner une envergure importante au 7 octobre. Voilà. Voilà, monsieur Cohen. Merci encore à vous pour votre disponibilité. Malheureusement, pour les autres, je suis désolé, il y avait beaucoup de monde. J'ai des limites physiques. Alors, sachez que, bien sûr, pour ceux qui veulent revoir l'émission, c'est sur YouTube, Altitude. Vous avez possibilité de revoir depuis le début. Et monsieur Cohen, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Exactement. Alors, bonne soirée à tous et merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous. Les amis, je clôture juste mon live sur YouTube et je reste un petit peu ouvert sur TikTok, donc patientez un petit peu. Et merci à tous ceux qui ont participé pour les partages, les tapotages, tout ça. Donc, je le disais à l'instant, pour celles et ceux qui veulent revoir le live en rediff, vous allez sur mon lien TikTok, vous avez le lien en description, donc Attitude, la chaîne YouTube. Et pour les autres, vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, partager. Un petit mot quand même sur notre sœur Nabila Kilani, qui était donc dans le nord de la bande de Gaza avant les événements du 7 et qui faisait un travail humanitaire avec une association en France, en lien avec une association ici en France, et donc qui a dû quitter son domicile pour rejoindre le sud de la bande de Gaza, et je crois qu'elle est à la frontière aujourd'hui égyptienne. Dernière nouvelle, elle est toujours en vie, donc Dieu merci. Et moi, j'ai organisé donc un lien pour l'aider sur le terrain, l'aider financièrement pour qu'elle puisse continuer le jour où tout se stoppera là-bas, son travail humanitaire. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez un lien en description de la vidéo pour participer. Et ce sera en toute transparence, bien sûr. Excellente soirée à vous, les amis. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Et à tout de suite sur TikTok.